Le Sénégal de Diomaye Diakhar Faye s'est-il mis entre le marteau et l'enclume? Les enjeux de défense, de sécurité et de souveraineté politique ou économique sont-ils au-dessus des visions, des phasages? En tout cas, on en parle dans le cadre de cette émission. Vous l'avez peut-être compris, on revient sur cette visite à Ouagadougou et à Bamako du président sénégalais Diomaye Faye, où il était question pour lui de convaincre les États de l'AES de revenir au sein de la CEDEAO. Plutôt, le contraire a été constaté. Celui-ci a rappelé à quel point il était important pour le Sénégal de ne pas appartenir à l'AES, mais plutôt de repenser une nouvelle CEDEAO avec plusieurs réformes. Est-ce donc des premières erreurs de Diakhar Faye à Dakar? Eh bien, on en parle dans ce programme où nous sommes accompagnés de André Christelle Fanga. Il est directeur de publication et analyste. Il est l'invité de Regard Panafricain dans le cadre de cette émission, de cette édition de ce soir. Bienvenue à vous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Madone Bégoudé. C'est un plaisir de me retrouver encore dans vos studios, renouvelés encore. Félicitations pour ce travail. Bonsoir aux techniciens, bonsoir aux auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent sur toutes les plateformes For You Africa. Vous savez que moi j'ai l'habitude de féliciter quand c'est bien. Et je pense que on vous a vu vous déployer dans un salon international. Je ne sais pas si c'est un salon international du côté du parcours Vita. Et il paraît que vous avez un très grand stand qui a émerveillé beaucoup de personnes. Donc je tiens à féliciter cela parce que j'ai eu à faire une émission là-bas de Regard Panafricain. Donc ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons une jeunesse qui ose, une jeunesse qui entreprend, une jeunesse qui pense qu'on peut faire mieux. Et donc, vous avez compris que là, je veux saluer le promoteur de cette chaîne, Serge Espoir Matomba, président ou du conseil d'administration, ou bien président directeur général, ou bien président fondateur. En tout cas, Serge Espoir Matomba, sentez-vous saluer ce jeune Africain qui, justement, construit sa toile doucement, fait son bonhomme de chemin, que ce soit politique qu'entrepreneurial, et qui produit ce genre de résultats. Donc, je suis fier d'être dans vos studios et félicitations pour ce travail formidable. Merci à vous, André Christelle Fanga. On va donc discuter de ces sujets d'actualité ensemble et c'est juste après cette transition. Allez, merci d'être avec nous sur For You Media Africa, nos différentes plateformes internet et puis notre radio 96.3 FM, la radio panafricaine. C'est un plaisir de vous retrouver ensemble. André Christelle Fanga, nous discutons de l'actualité en Afrique de l'Ouest. Pour démarrer, eh bien, Diomaye Diakhar Faye est à 2 mois, en tout cas, de magistrature du côté du Sénégal. On rappelle que celui-ci arrivait au pouvoir en début avril. Nous sommes aujourd'hui en début juin et on tente de s'interroger sur ces premières décisions concernant la CEDEAO, mais également l'AES. Peut-on parler de première erreur du président sénégalais? En tout cas, avec vous, on tente d'avoir des éléments de réponse. Le président sénégalais a rappelé aux États de l'AES que le Sénégal ne rejoindra pas l'Alliance des États du Sahel. Premièrement, comment analyser une déclaration comme celle-ci qui est assez froide à un moment où plusieurs observateurs avaient une certaine foi en cette adhésion du Sénégal au sein de l'AES, suivi peut-être du Tchad ou encore de la République centrafricaine, d'autres pays comme le Sénégal. Alors, madame, je voudrais d'abord, pour planter le décor de votre émission, dire que la dévolution du pouvoir s'obtient sur plusieurs façons. Et nous avons vu que dans les deux États, ou bien dans les deux organisations qui sont en train d'être mises en place, c'est deux visions différentes. C'est-à-dire l'AES de son côté a une vision et la CEDEAO a une autre vision. Maintenant, pour que les deux parties, n'est-ce pas,
protagonistes aujourd'hui, on peut dire, qui sont protagonistes parce que c'est deux visions qui se battent et qui se combattent. Nous pouvons dire simplement que le Sénégal est actuellement dans la logique, n'est-ce pas, de continuation de vous appelez ça quoi, la démocratie, n'est-ce pas, soi-disant occidentale. C'est-à-dire, Diomaye Faye est élu, n'est-ce pas, selon le suffrage universel exprimé par la voie des élections. C'est-à-dire, on organise une élection avec plusieurs candidats et il y a un vainqueur. Alors que de l'autre côté, nous avons, n'est-ce pas, des gens qui sont arrivés avec la rupture de l'ordre colonial, comme j'aime bien l'appeler, l'ordre colonial. C'est-à-dire les différents États, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, les dirigeants sont arrivés par la rupture de l'ordre colonial établi. Et en dehors de la rupture de l'ordre colonial, il y a eu des rectifications. Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas la première révolution, ce n'est pas la première rupture, mais c'est peut-être la deuxième pour le Burkina Faso, parce qu'il y a eu Damiba, et la deuxième aussi, je crois, avec le Mali, où il y a eu Mbandao. Mais c'est le Niger seul où il n'y a pas eu de rectification. Donc, vous voyez que la façon d'accéder au pouvoir est tellement différente entre les deux États. Et donc, quand nous situons déjà les deux éléments, alors ça nous permet maintenant de faire une analyse froide. C'est-à-dire, commencer maintenant à disséquer et à enlever certains fonctionnements qui peuvent ne pas être compatibles. Et ça, nous le constatons aujourd'hui avec cette position du Sénégal et du président Diomaye Faye. Parce que l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye est différente de l'arrivée au pouvoir de, par exemple, de Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Général Tiani. Oui. Donc, vous voyez que leur arrivée au pouvoir sont hyper différentes. Pourquoi? Nous allons dire simplement que c'est pour ça que vous allez comprendre souvent ma démarche où je dis souvent, moi je ne suis pas un démocrate et je ne fais pas la démocratie et je n'aime pas la démocratie parce que la démocratie parfois peut nous produire, n'est-ce pas, des éléments dont nous n'avons pas besoin. Vous voyez un peu. Parce que la dictature de la majorité, parfois même de la minorité, mais il suffit que vous allez aux élections et que vous avez un résultat. Je vous ai toujours pris l'exemple d'un président, n'est-ce pas, de la CEDEAO qui a été élu à 1 million de voix. Alors que nous avons vu des mobilisations, par exemple, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, de près de 3 à 4, 5 millions de personnes dans tous les pays qui soutiennent, n'est-ce pas, les transitions. Donc, vous voyez que s'il fallait aller sur le champ politique, qui aurait plus de pourcentage de vote, vous verrez que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des dictateurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des poutistes. Donc, vous voyez la différence entre, n'est-ce pas, la prise de pouvoir par les armes et le moyen démocratique. Donc, vous voyez que ces deux visions qui sont un peu antagonistes aujourd'hui et qui ne peuvent pas véritablement permettre que le Sénégal et les États de l'EAS, n'est-ce pas, soient sur la même longueur d'ombre. Mais idéologiquement, nous constatons et nous voyons que ils ont presque la même idée panafricaniste et c'est ce que nous voulons vendre. Mais aujourd'hui, André-Christelle Fanga, pensez-vous que le Sénégal de Diomaye Faye n'est pas prêt à se jeter à l'eau dans cette lutte pour la souveraineté, qu'elle soit politique, économique ou encore dans cette lutte pour la sécurité et la défense des pays, que ce soit de la CEDEAO, que ce soit enfin, je veux dire que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit de l'AES ou qu'il soit simplement des pays africains? Alors, je voudrais vous dire, madame, le combat que nous menons, parfois, il peut être compris sur différentes formes, ou bien de différentes manières. Et si nous comprenons que le combat que nous menons, c'est pour la liberté et la souveraineté de nos États, que ça soit économique, culturel et tout le reste dont vous avez cité tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous savons tous que chacun a sa puce et certains leviers. Il faut d'abord que l'idéologie, la pensée, n'est-ce pas? Le panafricanisme puisse être ancré dans les discours, dans les agissements. Alors, si c'est déjà ancré, parce que l'un des travaux qui est difficile souvent à faire, c'est justement de créer ou bien d'amener les gens à comprendre les enjeux du mouvement que nous avons lancé. Parce qu'aujourd'hui, pour que l'Occident, la démocratie soit ancrée, n'est-ce pas, dans les mœurs africaines aujourd'hui, la démocratie occidentale, bien sûr, n'est-ce pas, puisse être ancrée dans les mœurs aujourd'hui, il a fallu combattre, n'est-ce pas,
l'impérialisme, il a fallu combattre les empires, il a fallu combattre les royaumes. Donc, vous voyez que ce combat-là n'était pas un combat de un seul jour. Ça a pris du temps pour imposer cette soi-disant démocratie. Prenons même l'exemple même en Occident. Pour que la démocratie puisse s'installer, parce que, il faut le dire clairement, en Europe, n'est-ce pas, c'était les royaumes. Royaume d'Angleterre, royaume de France, royaume de partout. Il y avait des royaumes. Mais il a fallu un combat acharné jusqu'à la décapitation des rois, jusqu'à la démobilisation, à la destruction des royaumes. Et quand ils ont fini de détruire ces royaumes-là, c'était une guerre. Il a fallu maintenant installer la soi-disant démocratie que nous avons aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui demander que les États embryonnaires comme les nôtres que nous avons aujourd'hui dans nos différents États, qui n'ont même pas encore une assise, n'est-ce pas, nationaliste, une assise panafricaniste, de commencer à s'envoler. Je pense qu'on est dans l'éducation des masses, on est dans l'éducation, n'est-ce pas, des différentes couches sociaux et même de nos élites, parce que la plupart de nos élites étaient des élites occidentalisées. C'était des élites qui ont pour référence toujours l'Occident. Donc, vous voyez que ça sera tellement difficile pour qu'on arrive à véritablement implémenter complètement le panafricanisme tel que nous le voulons, n'est-ce pas, sur tout le territoire et surtout dans les États ouest-africains comme nous le voyons aujourd'hui. Maintenant, vous savez que il y a encore les vestiges de la colonisation, même dans les États de l'Alliance du Liftako-Gourmand. Vous savez que le franc CFA est encore utilisé dans les États de l'AES. Vous savez que l'aide au développement est encore accordée aux États de l'AES. Il y a des contrats avec le FMI, la Banque mondiale. Il y a plein de ces choses-là qui sont encore, n'est-ce pas, installées, n'est-ce pas, sur notre territoire. Pourquoi? Parce que la plupart de nos économies ont été ficelées sur le modèle, n'est-ce pas, le modèle occidental. Oui. Le modèle Banque mondiale, FMI. Donc, vous voyez que pour qu'on arrive véritablement à changer le paradigme ou bien les choses, alors, il faut une éducation pointue, accélérée, n'est-ce pas, sans relâche pour qu'on puisse démonter tout ça, pour qu'on puisse véritablement remettre les hommes et les femmes sur les rails et de comprendre que le panafricanisme, le combat n'est pas seulement de la défense, c'est-à-dire la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Oui. Il faut aussi une lutte économique. Mais justement, l'Alliance des États du Sahel a un programme, un projet en tout cas, d'après les informations que nous avons reçues, c'est-à-dire reformer sur le plan économique avec une nouvelle monnaie, par exemple, mais aussi sur le plan politique. C'est vrai, il s'agit pour l'instant d'une confédération. Maintenant, sur le plan sécuritaire, il y a aujourd'hui cette armée commune entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, mais on a l'impression que le président du Sénégal aujourd'hui n'est pas prêt à se jeter à l'eau. Et pourtant, lui aussi, dès son accession au pouvoir et pendant son programme, parlait de sortir, par exemple, du franc CFA, parlait de créer une nouvelle monnaie, mais on a l'impression qu'il marche aujourd'hui à reculons. D'où la question, soit il faut lui accorder un peu plus de temps, mais y a-t-il du temps pour accorder du temps au temps? Maintenant, deuxièmement, est-il mis entre le marteau et l'enclume en ce qui concerne la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel? Non, je pense qu'aujourd'hui, nous savons tous que pour que vous puissiez passer une élection, n'est-ce pas, il faut avoir un discours panafricaniste. Ok. On peut être panafricaniste de lèvres. On peut être panafricaniste avec une vision ou bien une compréhension différente du panafricanisme originel. On peut être panafricaniste, n'est-ce pas, avec des idées autres que celles qui fondent le panafricanisme. Donc, quand nous analysons la situation aujourd'hui au niveau du Sénégal, nous constatons que au fond de ces différents leaders, parce qu'il faut le rappeler, Diomaye Faye est un choix par défaut. Okay. Il ne faut jamais l'oublier. Le porteur de la vision du PASTEF, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais comme il a été empêché, n'est-ce pas, de concourir pour cette élection, c'est comme ça qu'il devient Premier ministre et Diomaye Faye devient le président de la République. Donc, il n'est pas le porteur principal de la vision du PASTEF. Donc,
on peut déjà l'accorder déjà ce petit moment, n'est-ce pas? Il n'a pas la même la compréhension ou bien le même engagement, n'est-ce pas, panafricain comme Ousmane Sonko. Mais plusieurs prêtent à Ousmane Sonko justement un panafricanisme de bouche et pas un panafricanisme avéré. Et donc la suite peut-être de mon propos serait si le président Diomaye Diakhar Faye n'a pas la même vision qu'Ousmane Sonko, pourquoi est-ce qu'Ousmane Sonko ne ferait donc pas pression sur le président de la République en tant que son premier ministre et certainement d'une certaine façon son conseiller pour prendre la bonne décision en ce qui concerne la CEDEAO et l'AES. Bon, petit rafraîchissement de mémoire, André-Christelle Fonga, lorsqu'Ousmane Sonko reçoit Jean-Luc Mélenchon sur le territoire sénégalais, eh bien, il dit « Nous n'allons pas appartenir à l'AES, mais nous n'allons pas abandonner les pays de l'AES. » Voilà, je paraphrase d'une certaine manière son propos, c'est un ni oui ni non. Alors, de la même façon que Diomaye Faye a commencé dès le départ, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il a fait son choix. Écoutez, je vais vous dire une chose. En politique, n'est-ce pas, même la ruse est un élément important. C'est-à-dire utiliser un peu de ruse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, le Sénégal n'est pas dans une révolution. Le Sénégal n'est pas dans une révolution. Il faut déjà le souligner. Le Sénégal, les peuples sénégalais ont élu un président de la République selon le système de la démocratie. Maintenant, de l'autre côté, il y a eu la rupture de l'ordre colonial que je souhaite qu'il y ait des ruptures coloniales un peu de partout. Parce que quand je parle de rupture coloniale, c'est-à-dire cet ordre qui était établi, soi-disant, avec la démocratie, les droits de l'homme et tout, et j'en passe, les partis politiques et j'en passe. Et donc, vous allez comprendre pourquoi j'essaye de toujours rappeler cela pour que ça ne fasse pas confusion dans la tête de beaucoup de nos téléspectateurs, auditeurs qui nous écoutent. Parce que si vous faites la différence entre les deux, c'est-à-dire la façon d'arriver au pouvoir, vous allez comprendre les décisions et les engagements pris. Parce que si vous restez dans le système démocratique, ça veut dire que vous obéissez, n'est-ce pas, à certains droits de l'homme, vous obéissez à un système, vous obéissez, n'est-ce pas, à plusieurs canaux, n'est-ce pas, qui font la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression, le droit à ceci, le droit à cela, c'est ça qui forme la démocratie. Alors que, par exemple, regardez par exemple au Mali aujourd'hui, on a suspendu certains partis politiques. On a suspendu certains médias. Vous comprenez un peu? Parce que c'est une décision de nécessité extrême. Parce qu'il faut véritablement mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, tous ceux qui veulent nuire à la révolution. Alors qu'au Sénégal, aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est une démocratie où il y a l'expression de tout le monde. Aujourd'hui, le parti de Macky Sall, elle se retrouve dans l'opposition. C'est-à-dire, c'est devenu un parti d'opposition. Alors que si nous étions, par exemple, dans un État où il y a eu la révolution, peut-être on aurait dissous ce parti, ou on aurait peut-être engagé des poursuites, n'est-ce pas, contre certains dirigeants de ce parti-là. Vous voulez dire que les pouvoirs militaires ont plus de fermeté? Exactement. Et ils ont plus de liberté et de fermeté. Vous comprenez un peu? Parce que là, maintenant, c'est... Parce que l'objectif, d'abord, c'est la sécurisation, d'abord, du pays. Parce qu'ils sont confrontés à des situations extrêmement difficiles, c'est-à-dire la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Donc, quand vous avez ça comme leitmotiv, c'est-à-dire la défense, n'est-ce pas, de votre pays, la sécurisation, alors, il y a certains sentiments que vous n'avez pas, c'est-à-dire les sentiments politiques, c'est-à-dire... Oui, c'est l'opposant, c'est au parti au pouvoir, c'est ceci, et qui sont encadrés par les lois de la démocratie. Donc, vous voyez que c'est deux pouvoirs bien différents. Maintenant, au fond, c'est qu'il faut réussir à construire ce pont. Et je pense que c'est là où Ousmane Sonko a pleinement raison. En disant, je ne suis ni CEDEAO, en fait, on est CEDEAO, mais on n'abandonne pas nos frères de l'alliance du Liftako Gouma, c'est-à-dire les États de l'AES, c'est-à-dire nous allons davantage, n'est-ce pas, travailler avec eux. Et c'est pour ça que vous avez vu la visite de Diomaye Faye, parce que ce n'était pas prévu.
que Diomaye Faye aille dans ces différents États-là. C'est le Premier ministre Sonko qui devait justement aller, mais le programme a changé après pour justement dire que non, c'est des États comme tout le reste et ça reste des frères et des voisins. Vous ne pouvez pas faire la politique au Sénégal sans, n'est-ce pas, avoir l'accompagnement ou bien être en bon terme avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est une politique qui sera très difficile, n'est-ce pas, à marcher sur les deux paliers. C'est-à-dire à marcher selon le rythme de l'AES et à marcher selon le rythme de la CEDEAO. Et maintenant, comme nous sommes panafricanistes, comme nous avons un projet, et là je reviens sur votre deuxième volet de votre question précédente, n'est-ce pas, où vous avez dit qu'on attendait le Tchad, on attendait le Centrafrique, on attendait que le Sénégal, peut-être ces États-là allaient rejoindre. C'est notre souhait que l'AES puisse grandir. C'est notre souhait qu'on puisse avoir véritablement le début, n'est-ce pas, de cette Afrique unie que nous souhaitons. Okay. C'est un souhait, n'est-ce pas? Mais vous voyez que les canaux sont, en fait, les plans et les projets sont différents. La façon d'arriver au pouvoir avec ces différents autres États sont différents. Alors si Diomaye Faye est arrivé de manière démocratique au pouvoir, il ne peut pas directement se lier d'amitié de manière officielle avec les pays de l'AES, mais pourtant cela, justement c'est où j'interroge un peu le discours du président Diomaye Faye et j'interroge également les 2 mois passés à la tête de l'État. On se souvient qu'après sa visite au Nigeria, celui-ci a accepté cette mission de ramener les pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Avant cette visite au Nigeria, André Christelle Fanga, lorsqu'il arrive au pouvoir, dans ses premières déclarations, c'était « je vais ramener nos frères au sein de la CEDEAO ». Il parlait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Alors, est-ce qu'il n'est pas cohérent? En fait, la question est-il cohérent dans sa façon d'agir aujourd'hui, depuis 2 mois qu'il est au pouvoir, concernant la situation CEDEAO, AES? Vous pensez que 2 mois c'est suffisant pour déjà commencer à se poser des questions? Les réalités du pouvoir. La réalité du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord régler les problèmes internes au Sénégal. Vous savez que l'administration est encore pro-Macky Sall aujourd'hui. Il faut véritablement travailler, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on installe, il s'installe, parce qu'ils viennent de prendre le pouvoir. Il faut qu'ils s'installent, n'est-ce pas, dans tout le Sénégal, qu'ils installent leurs hommes, leurs politiques, n'est-ce pas, sur le territoire. Et ça, ce n'est pas les choses d'un jour. Parce que jusqu'à présent, il y a encore des éléments, n'est-ce pas, qui appartiennent, n'est-ce pas, à l'ancienne gouvernance, qui sont dans des positions assez importantes. Donc, il faut travailler tout ça. Donc, aujourd'hui, dans cette position-là, il faut véritablement ne pas aller vite en besogne. En disant, je vais, il faut d'abord qu'il règle d'abord les problèmes d'abord du Sénégal. Il est d'abord sénégalais, président du Sénégal. Donc, il faut qu'il règle les problèmes du Sénégal. Il faut qu'il trouve les moyens, n'est-ce pas, pour continuer, que l'État continue à fonctionner. Et donc, si un seul instant, il amène la politique de la rupture immédiate, alors où trouver les moyens? Sachant que le Sénégal a établi des bases. C'est-à-dire l'ancienne gouvernance a établi des bases, a établi des fondements, a établi des alliances, a établi des contrats qui sont en vigueur aujourd'hui. Alors, il faut observer tout ça, il faut analyser tout cela avant maintenant de prendre une décision ou de rupture ou de non-rupture. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fait la différence, n'est-ce pas, avec le discours, avec les discours de avant et de maintenant, il n'y a pas trop de différence. Mais aujourd'hui, il est dans la posture de président de la République, qui a d'autres réalités que nous, les communs, n'est-ce pas, ceux qui sont hors de cette fonction, parfois ne maîtrisent pas souvent. Il y a des contraintes, il y a des choses, il y a véritablement des attentes, n'est-ce pas? Que ce soit des populations, que ce soit des fonctionnaires et d'établissements, n'est-ce pas, au Sénégal. Parce que ça va très vite. En politique, vous savez, chaque chose
a son temps et il faut véritablement être alerte. Parce que si à un seul instant vous venez, vous mettez dans la logique, n'est-ce pas, des présidents de l'Alliance du Liftako Goma, des États de l'AES, n'est-ce pas, dans la logique où il faut tout casser là maintenant, alors vous perdez les pédales. Vous perdez parce que la gestion militaire est parfois différente de la gestion, n'est-ce pas, politique. Regardez dans tous les États où il y a eu nos commandements militaires. Il y a eu un temps où il fallait véritablement travailler très dur. Parce que ce que vous oubliez, c'est que la plupart des chefs d'État, par exemple, en Guinée équatoriale, Obiangema, c'est un militaire. Il est au pouvoir. Il a passé beaucoup de temps à nettoyer les écuries d'Augias avant maintenant de commencer à être cet homme politique qui a bâti son pays, n'est-ce pas, et faire de la Guinée équatoriale ce qu'elle est aujourd'hui. Vous allez au Congo, Sassou Nguesso, c'est un militaire. Vous allez un peu de partout, il y a plein de pays là où c'est des militaires qui sont au pouvoir, mais qui sont devenus des hommes politiques après. Vous voyez un peu, mais qui ont eu le temps d'abord de nettoyer, avant maintenant de s'installer, de revêtir la casquette politique. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la différence entre les deux, la gouvernance au niveau, n'est-ce pas, du Sénégal et au niveau de l'AES, c'est deux visions différentes. Mais ce que nous souhaitons, n'est-ce pas, parce que ça c'est des souhaits, parce que nous ne pouvons pas demander au chef d'État ou bien au président Diomaye Faye, n'est-ce pas, de prendre directement le bâton de commandement et commencer à briser, n'est-ce pas, les alliances avec la CEDEAO et tout. Non, il y a plein de choses. Et je voudrais vous dire, madame, les États de l'AES ont quitté la CEDEAO, mais ils n'ont pas quitté l'UEMOA. L'UEMOA, c'est une organisation, n'est-ce pas, toujours sous-régionale. Donc, vous voyez qu'il y a encore, n'est-ce pas, des organisations auxquelles ces États appartiennent encore. Si vous faites ça, et que le Sénégal, par exemple, a des avoirs à la banque, vous appelez la banque sous-régionale, il a des avoirs, il a des partenariats. S'il faut casser tout ça, vous allez trouver les moyens où à l'instant pour justement faire. Et vous savez que vous ne pouvez pas passer des contrats comme les militaires aujourd'hui. Vous savez que, première des choses, la Constitution a été bannie. Ce n'est plus, maintenant c'est des chartes. Vous le savez, non? Dans les États du Liftako Goma, c'est des chartes. La charte de la transition qui est mise en valeur. La plupart des parlements sont, n'est-ce pas, ont été dissous. En fait, les institutions, n'est-ce pas, ont été dissous. Alors qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a, n'est-ce pas, des institutions qui fonctionnent, c'est-à-dire le Parlement, la Constitution et tous ces différents éléments-là sont encore en place aujourd'hui. Et donc, ça, les lois et les règlements du Sénégal encore fonctionnent normalement comme il faut. C'est pour ça que vous voyez la différence toujours entre les États, n'est-ce pas, du Sahel, n'est-ce pas, et les États de la CEDEAO qui sont encore démocratiquement prisonniers. Je parle bien de démocratiquement prisonniers parce qu'ils ne peuvent pas avoir la même lancée, la même énergie, la même force, la même hargne, le même courage de faire comme les États de l'AES. Donc, il faut simplement dire que donnons-leur du temps, n'est-ce pas, de voir si possible, ils pourront véritablement rester, n'est-ce pas, dans, à la CEDEAO jusqu'à à la fin de leur mandat. Si il n'y aura pas un coup de révolution, s'il n'y aura pas des évolutions politiques au niveau, parce qu'on peut modifier bien la constitution au Sénégal et décider, n'est-ce pas, d'appartenir maintenant à l'alliance du Sahel. C'est possible. Donc, laissons un peu du temps, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, parce que 2 mois de... il ne s'est même pas encore bien assis sur le siège. D'ailleurs, même son bureau n'est même pas encore nettoyé. Merci André-Christelle Fanga. Certains diront, mais est-ce à dire que les pouvoirs militaires seront toujours en avance parce qu'ils sont militaires? Est-ce à dire qu'il faut absolument des militaires à la tête des États africains pour voir une avancée conséquente au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois ou alors 1 an? En tout cas, on a compris votre politique. Madame, je vous réponds là.
Allez-y. Je vous réponds en disant, quand vous dites que les pouvoirs militaires ont de l'avance sur les pouvoirs politiques, Oui. soi-disant ceux qui ont été élus démocratiquement, parce qu'il faut comprendre une chose, les pouvoirs militaires viennent avec un agenda. L'agenda, par exemple... Les pouvoirs démocratiques n'ont pas d'agenda. Non, écoutez, quand je parle d'agenda, les pouvoirs politiques ont des agendas, qui sont d'abord des agendas politiques, qui est d'abord la prise de pouvoir. Et maintenant, quand vous avez pris le pouvoir, maintenant, vous essayez maintenant d'implémenter, n'est-ce pas, votre programme politique. Et avant de commencer à implémenter votre programme politique, il faut d'abord nettoyer. Il faut d'abord se séparer de plusieurs, n'est-ce pas, systèmes qui ont été installés par l'ancien système. Vous voyez un peu? Et ça ne se fait pas en un an. Ça ne se fait pas en 2 mois ou 3 mois, 4 mois. Ça prend du temps. Vous voyez un peu? Démanteler tout le système parce que un petit inspecteur du trésor peut vous causer des ennuis. Si c'est peut-être lui qui a les clés, les codes, n'est-ce pas, par exemple, pour transférer les salaires, n'est-ce pas, dans les différentes administrations. Si il n'est pas de votre... il n'a pas votre vision, ou bien il n'est pas de votre camp, de votre bord politique. Mais vous pouvez négliger sans savoir qu'alors que c'est lui le blocage, c'est lui qui empêche que peut-être les salaires arrivent dans une administration parce qu'il dit que peut-être son président qui l'aimait, n'est-ce pas, est parti et donc il veut causer des problèmes à la gouvernance qui est la super. Donc, arriver au fond, au nettoyage ou bien à positionner, n'est-ce pas, les hommes dans le système, n'est-ce pas, qui va gouverner n'est pas du tout facile, surtout en démocratie. Mais alors que le système militaire, par exemple, n'est-ce pas, lui, c'est rapide. D'ailleurs, si vous ne marchez pas, vous savez ce qui vous attend. Vous voyez un peu? Et parfois même, ceux qui sont dans l'ancien système, eux-mêmes, prennent la fuite. Vous voyez un peu? Ils dégagent le plancher. Donc, ça permet que on puisse véritablement installer, n'est-ce pas, des hommes et des femmes à certains postes et à certaines situations. Mais sachez que les régimes militaires de révolutionnaires, tout commence d'abord par la sécurisation et la défense du territoire. Et c'est ce que nous vivons au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Vous voyez un peu? Donc, c'est d'abord là le premier projet. C'est-à-dire, l'agenda, c'est d'abord de sécuriser. Et la preuve en est dans toute leur charte ou bien dans leur discours, tous vous disent que on ne reviendra que sur la soi-disant de retour à l'ordre normal des choses que si le territoire est sécurisé. Vous voyez un peu, le Sénégal n'est pas en guerre, à mon avis. Donc, l'agenda, n'est-ce pas, de sécurisation, de protection du territoire sénégalais n'est pas à l'ordre du jour. Alors que le Sénégal a par exemple des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire se débarrasser, n'est-ce pas, de ce manteau, ce paternalisme-là occidental, c'est-à-dire qui, soi-disant, on prend la France comme un modèle, pardon, le Sénégal comme un modèle de démocratie en Afrique. Alors que nous savons tous que ce modèle de démocratie-là n'est qu'un leurre. Parce que le Sénégal reste une chasse gardée, n'est-ce pas, de la France. Donc, aujourd'hui que nous avons des dirigeants au Sénégal qui pensent panafricanisme, qui ont un peu, qui ont ça, n'est-ce pas, comme sous-bassement, alors pourquoi ne pas davantage activer, n'est-ce pas, ou bien activer pour que la flamme du panafricanisme les embrase, les irrigue, n'est-ce pas, complètement, et qu'ils implémentent ça, n'est-ce pas, au Sénégal. Et ça, ce n'est pas pour une affaire de maintenant, de là, c'est une affaire de pousser et de pousser, et c'est pour ça. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit dans vos émissions que nous devons davantage conserver. Ça, c'est la victoire, c'est notre victoire. C'est la victoire des panafricanistes, l'arrivée de Diomaye Faye et de Sonko au pouvoir. C'est la victoire de ceux qui ont dit aux Sénégalais que c'est possible un Sénégal nouveau, avec des hommes nouveaux, avec Ousmane Sonko, avec Diomaye Faye. Ils sont arrivés au pouvoir aujourd'hui. Nous n'allons pas les abandonner, n'est-ce pas, parce que les réalités du pouvoir ou bien le système, n'est-ce pas, occidental implémenté au Sénégal veut davantage les dérouter ou bien les présenter d'autres priorités. Ou bien la CEDEAO auquel ils appartiennent veut les présenter d'autres priorités. Parce qu'en disant que, ok, je vais faire tout pour ramener nos frères dans la CEDEAO, c'est aussi un discours politique.
Donc, en conclusion, si Djahar Faye n'a pas réussi à convaincre les pays de l'AES, c'est parce que son discours de vouloir ramener ces différents pays était un discours politique. S'il n'a pas directement embrassé l'Alliance des États du Sahel, après ce discours que vous décrivez comme panafricain d'ailleurs, c'est parce que c'était un discours politique. C'est un discours politique. Et dans un discours politique, on met tout. Nous sommes habitués à ces hommes politiques-là. Donc, nous savons tous qu'aujourd'hui, le même engagement. Et je voudrais vous rappeler davantage que c'est même très tôt. C'est très tôt de commencer déjà, n'est-ce pas, à vouloir créer ou bien que non, il y a une distance qui se crée entre le Sénégal et les États de l'Alliance. Non, il n'y a pas de distance. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu comment il a été accueilli. Diomaye Faye au niveau du Sénégal, au niveau du Niger, du Mali, à Ouagadougou et à Bamako. À Bamako. Oui. Donc vous voyez qu'il y a quand même des avancées, alors que ces visites-là n'étaient pas prévues. Je voudrais vous rappeler cela. Ces visites n'étaient pas prévues. C'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui devait se rendre justement à Bamako et à Ouaga. Mais Diomaye Faye, sûrement dans leur concertation, dans leur, n'est-ce pas, ils ont dit non. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que ce n'était pas pour rattraper le fait que Diomaye Faye s'était déjà rendu en Côte d'Ivoire et que, justement, certains s'est interrogé pourquoi est-ce que Diomaye Faye irait voir des présidents taxés de France africains, tandis que le Premier ministre Sonko irait voir les pays de l'AES? Ben, je pense que vous voyez que ça rejoint le discours politique. Mais ce n'est pas toujours politique, justement, c'est la question que... C'est ça la politique. Et c'est la capacité, n'est-ce pas, de renverser les situations. De transformer le chaud en froid. Exactement. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Ah bon? Et l'accueil, n'est-ce pas, a été vraiment de ces frères-là, de ces jeunes-là qui pensent à une nouvelle Afrique, et cette Afrique qui doit justement émerger et devenir véritablement panafricaniste. Donc, je crois à une chose, c'est que, laissez-moi vous souligner cela comme un exemple. Oui. Quand le président Roch-Marc Kaboré, ancien président du Faso, avant qu'il ne soit renversé, arrivait au pouvoir, il était panafricaniste. Il avait un discours panafricaniste. Il avait des positions panafricanistes. Mais à arriver à un moment donné, la société civile, le peuple, les organisations et tout ça, qui avait poussé, n'est-ce pas, en fait, le système burkinabé, n'est-ce pas, a adopté cette posture, n'est-ce pas, panafricaniste, finalement a abandonné Roch-Marc Kaboré en route. Finalement, le peuple ne l'a pas accompagné et finalement, les Occidentaux, dans leur logique, l'ont récupéré et il a commencé, n'est-ce pas, à plutôt s'écarter de la logique panafricaine. Et c'est pour ça que j'aimerais interpeller les Sénégalais qui nous écoutent, n'est-ce pas? N'abandonnez pas vos dirigeants. Ne les abandonnez pas parce qu'il y a des positions actuelles qui ne sont pas des discours ou bien parce qu'on a dit, bon, je vais ramener, par exemple, l'AES, n'est-ce pas, dans la CEDEAO. Non, c'est des discours politiques. Maintenant, c'est à vous davantage, n'est-ce pas, de pousser et de pousser et de pousser pour que ce que vous avez dit dans vos discours puisse être réalisé. Et il y a encore tout le temps pour ça. C'est un mandat de 5 ans, je crois. Ou 7 ans. C'est le septennat ou c'est 5 ans? Nous ne sommes pas au Cameroun en tout cas. Merci à vous André-Christelle Fanga pour cette analyse sur la première thématique. On va marquer une courte pause, on prend cette transition, on revient juste après. C'est pour parler du Tchad où une délégation russe est attendue dès le 5 juillet prochain. Sergueï Lavrov sera donc sur le territoire tchadien. Quels sont les premiers pas posés par Mahamat Idriss Déby Itno? On en parle après cette transition.
Allez, merci d'être toujours sur For You Radio, la 96.3 FM, la radio panafricaine. Vous nous regardez à travers nos plateformes internet, For You Media Africa. Vous nous écoutez à travers l'application éponyme. Merci pour votre fidélité. Au Tchad, une délégation russe est annoncée pour le 5 juillet prochain. Celle-ci sera chapeautée par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Celui-ci arrive et sera reçu par le président Mahamat Idriss Déby Itno quelques jours seulement après son accession au pouvoir. Aujourd'hui, André Christelle Fanga Mahamat Idriss Déby Itno est le président démocratiquement élu du Tchad et ses premières réceptions, ses premiers invités sont russes. Est-ce un message que passe le Tchad aux autres pays africains et même à la France, les États-Unis qui sont sur son territoire, ou est-ce un message adressé par la Russie à ces différents pays? Je crois que vous allez d'abord commencer à m'applaudir, me remercier, me féliciter sur ce plateau. Pour vos analyses sur le Tchad, voilà. qui semblaient être des prophéties. C'est ça? Voilà. Allez-y, nous voyons, quand je disais sur vos plateaux ici que le cheminement, l'allure que le président élu démocratiquement, comme vous aimez bien le mot démocratie, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que tout le monde attendait. C'est ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui. Avant, il était traité de putschiste. Bon. Président démocratiquement élu par les peuples tchadiens. Moi, je vous avais dit une chose. Le général Mahamat Idriss est un panafricaniste. Et que c'est le panafricanisme qui va gagner. Parce que les fondations, les fondements du Tchad, nouveau aujourd'hui, quand on se construit, c'est sur la base du panafricanisme. Parce que le feu maréchal Idriss Déby du Tchad, qui avait longtemps servi, n'est-ce pas, la France, l'Occident, est devenu panafricaniste en cours de chemin et il a commencé à défendre l'Afrique, le Tchad et tout le reste des pays. Et donc, c'est cet héritage panafricain que M. Mahamat Idriss, n'est-ce pas, général, président élu, hérite aujourd'hui. Et avant qu'il n'arrive président élu démocratiquement, il avait déjà posé des actes qui prouvaient qu'il est dans la logique de la rupture. La rupture avec, n'est-ce pas, ses colons. Parce que, événement surprenant, avant qu'il ne soit élu, il avait demandé aux Américains de partir. Et les soldats américains sont partis. Et au même instant, il y a eu des soldats russes qui sont arrivés. Première visite de grande envergure, je dis même, vraiment c'est solennel et c'est appréciable que la première rencontre officielle en tant que président élu, c'est le ministre Sergueï Lavrov qui sera accueilli au Tchad. C'est un acte fort. C'est un acte qui définit la nouvelle politique tchadienne, qui dit, nous avons choisi un partenaire. Nous sommes en train de ficeler. Et je vous dis que les enjeux sont énormes. Parce que si la Russie arrive au Tchad, ça veut dire que beaucoup de choses vont changer dans la zone, n'est-ce pas, CEMAC, et même au-delà. Parce que, tel que c'est défini, les enjeux sécuritaires, davantage, le Centrafrique sera sécurisé, davantage, le Soudan va recevoir un coup de pouce, la Libye et, d'une manière ou d'une autre, le Cameroun. Et donc, vous allez voir que cette arrivée-là de Sergueï Lavrov va apporter un souffle nouveau au Tchad qui va devenir une plaque tournante, n'est-ce pas, pour la sécurité de certains États que j'ai cités aujourd'hui. Et vous savez que c'est un enjeu majeur pour notre Afrique.
la sécurité des frontières, la sécurité de certains États. Parce que la plupart de certains États, des États ont été, n'est-ce pas, vous appelez ça quoi? Les bases arrières de déstabilisation des autres. Aujourd'hui que la France manipulatrice est en train de perdre pied, un peu de partout en Afrique, et c'est ce que le Tchad est en train de vouloir davantage faire en disant que vous n'avez plus le droit de citer ici. Parce qu'après avoir fait partie des Américains et que les Russes sont arrivés, attention, la grande base française aussi est en danger. Et je pense que là, il faudra qu'ils commencent à s'apprêter parce que il faudra qu'eux-mêmes puissent dégager, n'est-ce pas, du Tchad. Donc, véritablement, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous avec l'arrivée de la Russie. Vous savez que la Russie n'est pas un partenaire hypocrite. Quand ils disent qu'ils vont vous accompagner, que ce soit militairement, ils vous accompagnent. Donc, si c'est pour question des armes, ils vous donnent. Si c'est question de formation, ils vous donnent la formation nécessaire. Pas où les Français ou bien les Européens vous forment avec les bâtons. Comme si vous êtes des chasseurs de rats. Une armée, vous êtes formés avec des bâtons. Vous avez vu cette vidéo, non? Des FACA en RCA. Où les Européens formaient, n'est-ce pas, les forces armées centrafricaines avec les bâtons. Et jusqu'à on coupe un gros bâton et on pose sur l'épaule d'un soldat. On dit vraiment, on t'a mis le bazooka sur l'épaule. Donc maintenant, et il fait avec la bouche comme on faisait quand nous étions gamins. Donc vous voyez que ça a été des partenariats hypocrites avec l'Union européenne, avec les Français, les Anglais, les Américains. Aujourd'hui, on a des vrais partenaires et un vrai partenaire, et partout où il passe, vous voyez les résultats. Donc, nous attendons de très bonnes choses qui vont sortir du Sénégal bientôt. Du Tchad, vous voulez dire. Ah, ça, finalement, votre amour pour le Sénégal, Fonga. Non, mon amour pour le Sénégal et pour les dirigeants actuels du Sénégal, parce que je ne peux pas avoir cravaché dur pour qu'ils arrivent au pouvoir, parce que nous avons vu, n'est-ce pas, tout ce qui les a, comment on les a traités. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très dangereux, quand vous êtes un homme politique, de mettre les gens en prison ou bien d'utiliser la force de l'État pour justement embastiller d'opposition, parce que demain ça peut changer. C'est vrai qu'aujourd'hui il est reproché la même chose à Ousmane Sonko, mais ce n'est pas l'objet de notre débat. André-Christophe Fonga, on y reviendra. On y reviendra peut-être dans des prochaines émissions. Alors au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno est-il en train de faire ses premiers pas vers la rupture avec les États français, les États américains dont vous parliez tout à l'heure, mais de quelle manière? Ou peut-être la meilleure question serait, que revêt cette visite russe du côté du Tchad pour le Tchad lui-même, mais aussi pour l'Afrique centrale? Tout à l'heure, vous citiez quelques pays comme le Cameroun ou encore la RCA, par exemple. On sait déjà qu'en République centrafricaine, la Russie est présente sur le plan militaire. On sait par exemple qu'aujourd'hui, la Russie veut élargir son partenariat et ses coopérations avec les pays africains. Il ne s'agit plus uniquement du plan militaire, du plan sécuritaire et défense, mais aussi sur le plan économique, sur le plan culturel et même sur le plan éducationnel. On le voit avec le Burkina Faso, par exemple, avec le Cameroun, la République centrafricaine ou d'autres pays comme la Guinée-Bissau, par exemple, sur le territoire africain. Que revêt réellement cette visite au Tchad de la Russie, c'est-à-dire de Sergueï Lavrov, pour l'Afrique centrale? Je pense qu'aujourd'hui, le président nouvellement élu, n'est-ce pas, du Tchad, et le président nouvellement élu de la Fédération de Russie, ils ont des agendas. Ils ont, n'est-ce pas, une feuille de route. Ils ont dans les différents États, n'est-ce pas, dans leur discours de campagne et tout ça, vous avez vu ce qu'ils ont posé sur la table comme élément. Et donc, la Russie qui est dans une logique d'élargissement, n'est-ce pas, de ses partenariats ou bien de ses coopérations avec les États africains, est justement dans une logique où il faut véritablement davantage travailler avec les États volontaires. Les États volontaires qui veulent le changement, qui veulent la rupture. Et c'est aussi une guerre géopolitique et géoplanétaire. Parce que la Russie aujourd'hui est en conflit avec les maîtres du roi dollar. Les maîtres du roi dollar veulent davantage s'imposer.
C'est pour ça que vous allez voir les Américains, les Anglais, les Français et tout ça qui veulent davantage s'imposer sur le territoire africain. Sachant que la France étant très faible, maintenant même les Américains eux-mêmes avaient pris les devants à un moment donné. Mais finalement, même les Américains sont pourchassés. Et donc, au niveau mondial, il y a une guerre, n'est-ce pas? Il y a un conflit, n'est-ce pas, qui est en train de se produire. À partir du conflit de l'Ukraine, vous pouvez comprendre qu'il y a un conflit planétaire. Il y a un conflit, n'est-ce pas, qui aujourd'hui crée le monde en deux blocs. En fait, positionne le monde en deux blocs. Le bloc multipolaire et le bloc unipolaire. Et le bloc unipolaire qui est conduit par les États-Unis aujourd'hui est en train de perdre pied. Donc ce n'est que normal qu'aujourd'hui, avec ce déploiement diplomatique, n'est-ce pas, de la Russie sur le territoire, parce qu'ils ont compris que les autres ont gagné l'espace, ou bien ont gagné en matière de matières premières, de ressources. C'est pas que ça manque en Russie, hein, mais ils en auront toujours besoin, n'est-ce pas? Parce que l'industrie militaire, n'est-ce pas, atomique, que ça soit nucléaire, a beaucoup évolué, n'est-ce pas? Et que même les ressources, n'est-ce pas, naturelles, c'est-à-dire gaz, pétrole et tout le reste avec certains pays, il faut davantage nouer des partenariats. Donc, vous voyez que la Russie est dans la logique de son expansion aussi, de vendre sa technologie, de vendre son parapluie, n'est-ce pas, nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la Russie est la première puissance militaire au monde. La Chine, par exemple, est la première puissance économique. Donc, vous allez retrouver que c'est ces deux puissances-là maintenant qui mènent le bateau, n'est-ce pas, du monde multipolaire. Et donc, quand vous avez des partenariats comme ça, d'ailleurs, vous avez vu la signature de plusieurs conventions entre la Chine et la Russie, qui renforcent, n'est-ce pas, leurs relations. Donc, vous voyez que dans cette logique d'expansion, la Russie aussi a besoin des partenaires africains. Vous avez cité des pays donc, où ils sont en train davantage de s'installer. Nous savons qu'ils vont venir au Tchad, ils sont en Centrafrique. Nous avons vu, n'est-ce pas, le président de Guinée-Bissau, Sissoko Embalo, le général Sissoko Embalo, n'est-ce pas, vous savez que c'est un militaire aussi, non? Voilà, donc il ne faut pas oublier souvent de le dire. Parce que vous voyez, quand les gens combattent les militaires, ils oublient qu'eux-mêmes sont des militaires. Donc, vous voyez que Sissoko Embalo était l'invité du président Vladimir Poutine la dernière fois en Russie. Et vous avez vu comment les rapports étaient véritablement très cordiaux. Donc, vous voyez que la Russie, dans sa logique, est en train de grappiller, n'est-ce pas, sur les espaces laissés par les Américains, les Français, les Espagnols, les Portugais et tout ça, et les Allemands. Donc, davantage, n'est-ce pas, la Russie travaille aussi dans le domaine, n'est-ce pas, qui était réservé aux multinationales hégémoniques capitalistes européens. Gazprom se déploie aussi déjà. C'est-à-dire, Gazprom cherche par exemple des partenariats en Afrique pour l'exploitation du gaz, pour l'exploitation du pétrole. Donc, vous voyez que c'est quand même une avancée extrêmement importante pour davantage avoir des alliés, parce que la mise en place des BRICS, c'est justement pour combattre par exemple le FMI et la Banque mondiale qui ont été des systèmes abrasifs et corrosifs qui ont maintenu, n'est-ce pas, les pays africains ou bien plusieurs pays du monde dans l'obscurité, dans la pauvreté et dans le sous-développement. Et aujourd'hui, quand nous regardons le déploiement, n'est-ce pas, des États, n'est-ce pas, des BRICS, alors nous commençons à comprendre qu'il y a mieux ailleurs que dans ce monde, n'est-ce pas, unipolaire qui dirige. Donc, le Tchad a tout à fait raison, et le Tchad est dans la logique du temps, parce que chaque chose a son temps. Hier, c'était la France qui avait, n'est-ce pas, les beaux jours dans notre continent. En Afrique francophone, dans les 14 ou bien plus de 14 États, ou 15 ou 16 ou plusieurs États, où ils avaient droit de citer. Aujourd'hui, la France est en train de perdre ces positions-là. Vous voyez que le partenariat militaire avec les Français sont quasiment déjà nuls un peu de partout. Les partenariats économiques, nous prenons le cas par exemple du Cameroun, la France avait 40% des parts de marché. Aujourd'hui, la France, Macron l'a dit, a tout dit. En fait, il est venu même, il s'est plaint devant le président Paul Biya. Hier, nous étions à 40%. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Vous voyez que c'est quand même renversant. Quelque chose, une économie où vous quittez d'une part de marché de 40%. La puissante France, qui tenait, n'est-ce pas, l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, en coupe réglée. Aujourd'hui, se retrouve
à 10% dans un pays comme le Cameroun. Donc vous voyez que c'est extrêmement important cette démarche-là du Tchad aujourd'hui qui veut véritablement travailler avec des partenaires fiables. Parce que le Tchad aujourd'hui, le Tchad a du pétrole, le Tchad a du gaz, le Tchad a des matières premières. Le Tchad a aussi un problème de sécurité. Alors qu'ils ont un partenariat avec les bases françaises qui sont là depuis longtemps, mais le Tchad n'est pas sécurisé. Donc, il faut véritablement être toutes ces questions-là en jeu. Et nous avons un partenaire qui dit, mais moi, je peux faire dans tout ça. Si vous avez besoin de sécurité, j'ai la possibilité de vous donner les armes et les formateurs. J'ai la possibilité de tout vous donner en matière militaire. Bon, si économiquement, si ce n'est pas possible que la Russie elle-même puisse apporter des financements, il a un partenaire extrêmement important, n'est-ce pas? L'ami de mon ami, c'est mon ami. C'est-à-dire la Chine. C'est-à-dire, si la Russie n'a pas assez de moyens pour apporter, n'est-ce pas, au niveau au Tchad, alors la Russie, au travers de son partenariat avec le Tchad, peut faire venir la Chine en disant, voici comment ça se fait. Donc, vous allez constater que le bloc unipolaire va davantage perdre les positions. La Russie aussi au Cameroun, hein. N'oubliez pas ça. Merci André Christelle Fanga. Le rappel vaut certainement son pesant d'or puisqu'on parle d'Afrique centrale. Le Tchad va recevoir Sergueï Lavrov. On rappelle la visite de Mahamat Idriss Déby Itno en janvier dernier en Russie. Aujourd'hui, légitimé, légalisé à la tête du pays. On a l'impression... En pleine crise. En pleine crise, effectivement. Où la Russie était persona non grata. Donc si vous visitez la Russie, vous devenez l'ennemi de l'Occident immédiatement. Mais le président Mahamat Idriss sent encore la légitimité démocratique. Vous voyez un peu, est allé en Russie. Ça, c'est des éléments extrêmement importants à noter pour dire que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une affaire que on ouvre les bras aujourd'hui parce que peut-être... non, c'est un élément extrêmement important de le dire qu'en pleine guerre de l'Ukraine, où la plupart des pays africains ont démissionné, ne voulaient pas, n'est-ce pas, être en contact, surtout les pays qui sont des pro-français, pro-anglais, pro-allemands, pro-américains, ne voulaient pas s'afficher avec la Russie. Donc, mais vous avez vu que aujourd'hui, le Tchad et le président Mahamat Idriss, lui, il est allé en Russie. Effectivement, il est allé en Russie et cette fois-ci, il reçoit la Russie sur son territoire. Justement, la question que je m'en allais vous poser, c'était aujourd'hui légitimer, légaliser le président Mahamat Idriss Déby Itno, tente-t-il de prouver qu'il fait ses pas dans la création d'un Tchad nouveau, prouver aujourd'hui qu'il y a une rupture totale avec le Tchad ancien, c'est-à-dire celui qui était en pleine transition, celui qui pouvait encore être sous le coup de chantage, celui qui... Voilà, c'est peut-être l'une des dernières questions qu'on aura sur ce plateau. André Christelle Fanga, pensez-vous réellement que Mahamat Idriss Déby Itno est en train d'aller sur la bonne voie à travers ses agissements en ce qui concerne son partenariat avec la Russie, les exercices militaires derniers qui ont été opérés avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger et puis le Togo également qui s'est mêlé à ces exercices militaires. Que penser de ces premiers jours de Mahamat Idriss Déby? Mais je pense que c'est pour ça que vous voyez que le deuxième sujet rejoint un peu le premier. Entre le président de transition et le président élu démocratiquement. Vous voyez qu'il y a la différence maintenant. Oui. La différence maintenant parce qu'on n'agit plus avec la peur dans le ventre pour que les Occidentaux vous taxent de putschistes, de président de transition, comme si vous étiez de passage, n'est-ce pas? Alors que vous gouvernez, et vous gouvernez pour les peuples, et vous laissez les traces. Donc, vous voyez qu'il y a et maintenant, et je vous ai toujours dit dans vos émissions, aussi quand vous m'invitez par rapport au Tchad, qu'il y avait la quête de la légitimité. Et cette légitimité-là, aujourd'hui, pour dire aux Occidentaux que, ok, hier, il y avait ce chantage dont vous avez parlé tout à l'heure, il y avait, on ne sait même pas par comment tu es arrivé au pouvoir. Aujourd'hui qu'il a cette légitimité, alors, on dit ça comment en français, il vous met plein la gueule, n'est-ce pas, plein la face, n'est-ce pas? Il vous montre maintenant que ce que je faisais en tant que président de transition, c'était que le coup essai. Maintenant, on est dans la vraie
réalité maintenant, avec Ok. toute la légitimité populaire, n'est-ce pas, avec toute la légitimité du peuple tchadien, avec l'accord du peuple tchadien qui a dit c'est l'heure de la rupture. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que M. Masra a été battu à ces élections-là, complètement battu, et lui-même l'a reconnu, n'est-ce pas, qu'il a été battu à ces élections-là, parce que le président Mahamat Idriss avait pris une option, n'est-ce pas, qui montrait déjà que le Tchad nouveau va naître après ces élections-là. Et nous voyons les premiers résultats aujourd'hui, la visite de Sergei Lavrov. Et ça, vous savez que quand Sergei Lavrov arrive quelque part, c'est la voix autorisée de la Fédération de Russie, c'est la voix autorisée de Vladimir Poutine, si on peut le dire ainsi. Donc, vous savez que d'ici peu aussi, ne soyez pas surpris que d'ici peu, le président Vladimir Poutine arrive, n'est-ce pas, au Tchad. Donc, nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est une bataille géopolitique, n'est-ce pas, géomondiale, qui concerne les enjeux mondiaux, mais dont les petits poussins, les petits États, comme le Tchad, n'est-ce pas, dans la géopolitique mondiale, sont en train de s'affirmer et maintenant s'allient et s'associent pour justement, n'est-ce pas, entrer dans vous savez, les alliances peuvent se faire, hein. On peut ne pas être membre de l'alliance du Sahel, mais avoir la même pensée, la même idéologie, et les implémenter chacun dans son territoire, et finalement faire de l'Afrique ce que nous voulons, c'est-à-dire cette Afrique unie. Nous pouvons être unis déjà dans les idées, dans la pensée. Nous pouvons être unis dans les actions. Maintenant, s'il faut créer maintenant les États africains, l'État africain, alors ça demandera beaucoup de courage pour que on puisse briser ces barrières artificielles qui ont été créées par l'Occident. Donc, véritablement, que cette visite-là soit une réussite et que ça puisse sortir, n'est-ce pas, ça puisse nous sortir des choses, n'est-ce pas, extrêmement importantes pour le bien-être du Tchad et des Tchadiens. Le président Mahamat Idriss Déby Itno va-t-il afficher une politique différente de ses pairs sur le territoire africain après avoir été élu? Eh bien, on le saura avec les jours à venir. D'ailleurs, le 5 juillet prochain, une délégation russe est donc attendue. Celle-ci sera conduite par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. André-Christelle Fanga, quelques messages reçus sur nos plateformes. L'UNESMAR, Julio Sepp dit merci à vous, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Le franc CFA, la France est de l'esclavage. Clara Panaf dit vive son excellence Poutine. Et puis Ice Prit qui dit c'est rien d'extraordinaire, c'est la mondialisation, car en 2021 le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire c'était la Chine, c'est l'Italie qui exploite le plus grand gisement de pétrole découvert en Côte d'Ivoire. L'UNESMAR revient et dit le panafricanisme est un idéal de liberté absolue des Africains. L'esclavage des Africains par la France sur le sol africain doit cesser. Je suppose que c'est pour revenir sur vos propos concernant le panafricanisme lorsqu'on parlait du Sénégal. Alors Aisprit qui revient et dit mais les pays n'ont pas d'amis, juste des intérêts, et vos ennemis ne sont pas les ennemis de tout le monde. Chaque dirigeant et chaque pays défend ses intérêts dans un partenariat. Youssef Sivi qui nous dit le panafricanisme est un esprit, ce n'est même pas une idéologie. Merci à tous d'avoir réagi dans ce programme Regard panafricain qui touche à sa fin. Voilà, on va mettre la clé sous le paillasson. Merci à vous André-Christelle Fanga. On retient de vous que le Sénégal doit avoir encore un peu de temps aux yeux de tout le monde, aux yeux de l'Afrique. Il faut accorder du temps au pouvoir de Dakar, mené par Diomaye Diakhar Faye, afin de voir où va justement ce pouvoir à la tête du Sénégal. Du côté du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno fait du bien dans ses premiers pas. Il prend les bonnes décisions selon vous. C'est vrai, on ne sait pas encore de quoi seront faits les accords signés entre le Tchad et la Russie, mais on s'imagine bien ce qui viendra par la suite. Merci en tout cas à vous, André-Christelle Fanga, consultant de ce jour dans le cadre de l'émission Regard panafricain qui est terminée. On se retrouvera très bientôt. À très bientôt, madame. Merci pour l'invitation. Allez, félicitations aux techniciens pour ce brillant travail. Eh oui, félicitations à l'équipe technique qui est savamment orchestrée par Kelly, accompagnée de Mongo au streaming et puis à la mise en onde. Merci à ceux qui nous ont écoutés et regardés à travers nos plateformes et nos différents médias. Au revoir à tous. L'information et les programmes se poursuivent sur nos médias. À très bientôt, N'Djamena.